On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit un type qui habite ici, la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il conçoit des meubles de jardin principalement, des meubles extérieurs, mais qui sont produits en Indonésie, pays qu'il a découvert au cours des dernières années. Mais d'abord, on vous parle de la deuxième édition du Tour de force groupe Yves Gagnon BMR de Saint-Jean-sur-Richelieu au profit de l'Éclusier du Haut-Richelieu qui vient en aide aux gens qui ont dans leur entourage des gens qui ont des problématiques de santé mentale. Bref, on en discute à l'instant. On est quelques semaines, voire quelques mois d'avance, mais ce genre d'événement se prépare aussi à un certain moment, un peu à l'avance. C'est le tour de force du groupe Yves Gagnon BMR au profit de l'Éclusier du Haut-Richelieu, deuxième édition, qui va se tenir le samedi 29 septembre de 10h à 15h. Deux invités pour en parler. D'abord, Jean Deslauriers, il est vice-président de l'Éclusier, mais aussi membre du comité organisateur du Tour de force. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagné de Donald Boudreau, qui est directeur chez Groupe Yves Gagnon BMR ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, petit tour d'horizon, même si l'Éclusier existe depuis fort longtemps, je suis convaincu que si on fait le tour, il y a encore des gens peut-être qui ne connaissent pas l'Éclusier ou qui connaissent le nom, mais ne savent peut-être pas précisément quelle est la nature de l'organisme en question. Donc, je vous tends un peu la parole là-dessus. En fait, l'Éclusier du Haut-Richelieu, c'est un organisme qui s'occupe des membres de l'entourage d'une personne qui souffre d'un trouble de santé mentale. Alors, on donne des services d'intervention psychosociale. On donne la formation, on sensibilise la population en général. Alors, on est responsable, si vous voulez, d'une région du Haut-Richelieu, si vous voulez. On intervient dans cette région-là auprès de la population pour ça. Et ça existe depuis fort longtemps et c'est fort utile dans la société parce qu'on parle parfois des services en santé mentale, mais dans le cas de l'Éclusier, on s'occupe principalement de l'entourage des gens qui ont dans leur entourage, donc des gens qui souffrent de santé mentale. Souvent, les membres d'entourage ne savent pas quoi faire, sont découragés, ils n'ont pas les outils pour aider la personne qui souffre d'un trouble de santé mentale. Alors, on est là pour ça, des outils, puis pour qu'ils soient plus en meilleure position, si vous voulez, pour intervenir. Et comme tout organisme, on a besoin de financement parce que, bon, évidemment, on en a un peu parfois qui arrivent à gauche et à droite, mais c'est toujours un peu difficile, il faut recommencer. Des événements bénéfices comme le Tour de force, ça devient drôlement utile. Oui. On en a 2 par année maintenant. On a un tournoi de golf et on a le Tour de force. Et ça nous donne la chance ou l'opportunité, si vous voulez, de ramasser les sous qui nous manquent par rapport à la subvention qu'on reçoit du programme de soutien des organismes communautaires. Alors, ça nous donne l'opportunité de ramasser les sous nécessaires pour boucler nos budgets. Bon. Comment l'idée du Tour de force est arrivée dans le portrait? Parce que là, ça va être la deuxième édition cette année, mais comment l'idée était arrivé à vos oreilles ou proposé? En fait, on a fait appel à un spécialiste dans le domaine, Claude Demers, qui est dans l'événementiel. Et on a assemblé un comité, puis on a fait un genre de brainstorming pour avoir un événement qui était spécial, qui sortait de l'ordinaire, et où les gens qui participaient ils pourraient participer physiquement, mais aussi il faudrait qu'ils résolvent des problèmes tout en passant au travers des obstacles ou des défis. Alors, c'est ça qu'on cherchait, puis on a abouti à la création de 4 défis où des équipes de 8 personnes doivent affronter, puis en même temps, on fait un rappel à toute la dynamique de santé mentale à travers ces défis-là. Bon. Et là, quand vous avez pensé à un tour de force, vous vous êtes dit, on va penser à Donald, c'est ça? Pourquoi pas? Comment l'événement est-il arrivé chez Groupe Yves Gagnon BMR? Bien, c'est-à-dire que Claude Demers, étant une connaissance aussi, a pensé à nous, a pensé, dans le fond, au concept avec Hugo. Je pense que Hugo a été la première écriture sur votre page. Hugo Girard, qui est le la bougie d'allumage, si on veut. Puis, de fil en aiguille, évidemment, étant impliqué dans toutes sortes de bonnes causes là, dans le Haut-Richelieu, on a sauté sur l'occasion. Ça nous nourrit aussi beaucoup, ça nous fait plaisir de participer. Et en plus, on a appris beaucoup à travers cet événement-là l'année dernière. Notre équipe a adoré faire partie de cette activité-là. D'ailleurs, je remercie
des équipes qui étaient présentes. On avait des compagnies comme P. Baillargeon Limité. Pascal était présente, a adoré l'événement. Il y avait aussi mon ami Jesse de Québec électrique qui était présent. On a eu un plaisir fou lors de cette journée. La population était présente. On a vraiment apprécié. Puis, évidemment, on ne pouvait pas refuser l'occasion de répéter l'événement. Donc, le lien était facile à faire. Tour de force, Hugo Girard, porte-parole de BMR. Hugo habite en même temps dans la région depuis quelques années. Absolument. Donc, le lien était facile à faire. Là, pour cette deuxième édition, est-ce qu'il y a certains défis qui reviennent? Est-ce qu'il y en a des nouveaux? Comment voulez-vous? Parce que parfois, c'est une première expérience. On se dit, bon, l'année prochaine, on va refaire ça comme ça, puis telle affaire, on va le changer. Je ne sais pas. Comment vous voyez la première deuxième édition a servi comme un test aussi, hein? On essaie des choses, puis c'est correct. Là. Ça a servi comme une période de rodage, la première édition. Puis là, bien, tant au point de vue déroulement des défis que aussi les défis comme tels. Alors, on a apporté beaucoup d'améliorations pour chaque défi. Ils vont rester essentiellement les mêmes, mais il y en a un en particulier qui va changer assez. Mais ça va être encore probablement un meilleur défi pour les équipes cette année qu'auparavant. Bon, là, l'an passé, il y avait combien d'équipes? On a eu 8. 8 équipes? Oui. Ça fonctionne comment? Dans le fond, c'est des entreprises qui s'inscrivent ou qui inscrivent leurs employés. Comment on fonctionne pour former les équipes en question? En fait, c'est ouvert au grand public, tant au niveau des entreprises que des équipes de balle, peu importe, des familles qui voudraient créer une équipe de 8 personnes puis participer. Alors, c'est ouvert tant au niveau des affaires qu'au niveau institutionnel que monsieur, madame, tout le monde. Comment les employés ont aimé ça chez vous? Ils ont adoré. Ils ont adoré. Ça a été une expérience vraiment plaisante. L'esprit de groupe, l'esprit de famille, d'unité, était au rendez-vous, autant de par les confrères que les équipiers comme tels. Qu'est-ce qui était le plus difficile? On aurait cru le tir du camion citerne. Par contre, non, ça a été plutôt, je pense, le transport de l'eau là, qui était commandité par Soleno, qui était les écluses. Oui, c'est ça, exact, qui a été une épreuve pas mal de fun, finalement. Ouais. Est-ce qu'il faut être très fort physiquement ou il faut pas s'entraîner un peu? Pas nécessairement. Non, en fait, c'est une combinaison des atouts de chacune des équipes. Dans un groupe de 8, là, il y en a Il y en a qui ont de la force, il y en a d'autres qui ont de l'agilité. Exact. C'est ça, là. Alors, il s'agit de mettre le bon talent à la bonne place. Donc, l'événement se tient toujours chez vous, dans la cour du BMR, dans le fond. Là, vous occupez la partie là, du stationnement et tout ça. Là, il y a les gens, évidemment, qui font le défi, puis il y a probablement quelques spectateurs aussi qui sont invités à voir l'événement. Absolument. Absolument. L'année dernière aussi, on avait la présence de joueurs du Canadien qui étaient là sur Gilbert place. Delorme. Gilbert Delorme était sur place, qui a animé un petit peu la foule pendant un moment. C'était agréable. Hugo, évidemment, a pris beaucoup de place, comme il est capable d'en prendre. Non, on avait... il y avait plus grand place pour la clientèle, finalement. Un heureux problème. Comment l'éclusier réussit-il à faire des sous avec cet événement-là? Est-ce que les gens doivent payer pour s'inscrire? Est-ce qu'il y a des commanditaires? Bref, comment vous réussissez à faire de l'argent avec ça? C'est une combinaison de commandites et aussi il y a un prix aussi à payer pour les équipes. Alors, pour les équipes d'entreprise, c'est 800 $ et pour les équipes qui ne sont pas commanditées par des entreprises, c'est 600 $. OK. Donc, et c'est 8 personnes. C'est ça exactement? Exact. Donc, une équipe égale 8 personnes. Donc, pour une entreprise, c'est l'équivalent de 100 $ par tête. Si, pour des particuliers, bon, à peu près 80 $ par tête. En fait, je repense, c'est 480 $ pour les équipes. Ah, c'est même moins cher. Moins cher pour les particuliers. Et là, est-ce qu'il y a déjà des équipes qui reviennent? Est-ce que c'est le moment de s'inscrire? On est à quelle étape là, dans l'organisation? C'est le moment de s'inscrire. On invite les entreprises, les institutions et les équipes de balle, de soccer, peu importe qui voudrait participer. Simplement nous téléphoner, 450-346-5252. Et on va s'occuper de vous enrôler dans notre compétition avec plaisir. Et pour Groupe BMR Yves Gagnon, quel était le sentiment pour vous là, de vous associer à une cause qui est celle de l'éclusier et de la santé mentale? Je pense que ça nous rejoint. Écoute, personnellement, ma mère est atteinte de maladie mentale.
J'ai eu l'oreille très attentive quand Claude m'a appelé. Ouais. C'est sûr que ça a été l'élément déclencheur. De plus, Ouais. comme je te disais tantôt, le lien avec Hugo, le Tour de force. Claude a été toujours présent là, dans différents événements dans le Haut-Richelieu, puis je pense que ça a toujours été gage de succès. Donc, c'était juste normal là, qu'on s'implique à ce niveau-là. D'ailleurs, je voulais souligner ce samedi, le 23, à notre magasin de Bernier, nous allons avoir un barbecue festif et ça va être nos amis de l'Éclusier qui vont être sur place pour vous servir les hot dogs. Donc, si jamais vous voulez venir les rencontrer, ça serait un bel endroit d'ailleurs pour faire part de vos dons, là, si jamais vous voulez. Donc, ce samedi. Ce samedi, le 23 juin chez BMR. Sur, de 11h à 14h. De 11 exactement. à 14. Et le Tour de force, lui, deuxième édition, samedi 29 septembre, de 10h à 15h au profit de l'Éclusier. Et donc, c'est le moment de s'inscrire, c'est le moment de former vos équipes. Et là, il vous reste encore quelques semaines d'organisation, commanditaire et tout ça, bref. Mais on est actuellement là, en préparation de l'événement. Déjà, il y a 4 équipes qui sont inscrites. Puis est-ce que vous pouvez en avoir plus que 8 équipes? Est-ce que c'est possible, oui, on ça? peut aller jusqu'à un maximum de 20. OK. Mais, disons, un objectif noble serait d'une quinzaine, mettons. Oui. Bon. Et puis, ça s'inscrit aussi juste avant la semaine de sensibilisation aux maladies mentales, qui est du 1er au 7 octobre. Alors, l'événement précède ça, puis on souligne aussi cette semaine-là. Bien, à vous deux, merci beaucoup. Meilleure des chances. Puis on invite les gens, bien sûr, à se préparer, s'organiser. On parle déjà, ça fait drôle, hein? On est au mois de juin, mais on parle déjà de trucs qui vont se passer à la fin septembre. Bientôt, on va vous parler du temps des fêtes, ça s'en vient aussi. Merci beaucoup, puis bonne chance. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de meubles. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, si on était en politique, on dirait l'honorable Claude Raymond. Oui, on parle de la classique Claude Raymond, du fond Claude Raymond et peut-être du retour des expos. Ça va être toute une émission à coup sûr. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Très intéressant de découvrir le monde des entreprises, le monde des entrepreneurs. Et dans ce cas-ci, c'est particulier parce qu'on parle de meubles de jardin ou de meubles extérieurs conçus par un type qui est ici, dans la région, mais qui en même temps est en lien avec un autre pays qu'on appelle l'Indonésie. Je vous le présente à l'instant, il s'appelle Alexandre Tellier, propriétaire de Avency. Bonsoir et bienvenue. Bonjour Éric. Bonsoir. Expliquez-nous tout d'abord comment ce projet-là a commencé dans la vie. Je ne sais pas, toi, est-ce que déjà dès la jeune vingtaine ou un peu plus tard, tu avais dans l'idée de fabriquer des meubles? Est-ce que c'était ça l'idée de départ? Dans le début vingtaine, non, c'était pas l'idée de départ du tout. Moi, j'avais pris un chemin de carrière en travail social. Suite à quoi j'ai travaillé un petit peu dans mon domaine. Et par la suite, j'ai fait ce que certains font. J'ai fait l'année d'université du monde, c'est-à-dire je suis parti avec mon sac à dos et j'ai fait l'Europe pendant 1 an. Et là, tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 24 ans, donc en 2001. OK. En 2001, j'avais 24 ans. J'ai fait 1 an sac à dos et puis ça a changé ma perspective, évidemment, sur ce qu'allait être ma carrière.
OK. Et là, il arrive quoi? À quel moment tu connectes avec le monde du meuble? Le monde du meuble a toujours fait partie de ma vie parce que dans ma famille, on est il y a certains passionnés d'antiquité. Mes parents étaient un peu des busqueurs de trésors, allaient un petit peu aux quatre coins de la province là, dans les années 70 pour se trouver des antiquités pas chères parce que les gens n'avaient pas énormément de sous, mais voulaient faire des décorations intéressantes. Fait qu'il y avait des beaux meubles dans mon environnement. Mon grand-père avait une scierie de bois, mais j'ai pas vraiment été en contact avec ce milieu-là. Mais évidemment, il y avait beaucoup de bois, il y avait beaucoup de meubles qui coulaient dans les veines dans ma famille, oui. Bon, OK. Donc, tu fais ce voyage-là, tour du monde, 24 ans. Oui. Et là, tu reviens, puis là, tu dis, je fais quoi maintenant? Exactement. En fait, c'est vraiment ça qui s'est passé. Au retour, j'ai décidé de ne pas retourner en travail social parce que le voyage m'avait tellement, révélé à moi-même, là, des nouvelles forces, des nouveaux goûts, tout ça. Alors, je me suis dit, comment combiner ma nouvelle passion du voyage puis une certaine fibre entrepreneuriale là, que j'avais définitivement aussi. J'étais un tempérament leader, tout ça. J'étais un gars qui aime faire les choses à son goût, tout ça. Donc, tout ça s'est mis ensemble et puis ça m'a pris environ 1 an à évaluer qu'est-ce qu'allait être le prochain move, en fait, pour suivre cette nouvelle passion-là. Et puis, au fil de discussions avec des copains, de la famille, tout ça, c'est l'import-export qui s'est présenté. OK. Là, je suis allé me chercher ce qui s'appelle un permis d'importateur, tout simplement, à Douane Canada. Et par la suite, je me suis acheté un billet pour l'Indonésie et je suis atterri là-bas. Et pourquoi l'Indonésie? Parce que, bon, au fil de discussion, j'avais des amis qui allaient déjà en Indonésie et puis qui m'avaient parlé de ce pays-là qui m'intéressait. J'ai su aussi qu'il se faisait des très beaux produits là-bas et qu'il y avait du très beau bois, le teck. Donc, c'était une destination là, vraiment là, appropriée. Et là, quand tu arrives en Indonésie, là, il se passe quoi? Tu fais quoi? Tu rencontres qui? Comment le projet évolue dans ta tête? Ouais. Il se passe quoi en Indonésie? Quand j'atterris en Indonésie, comme n'importe qui dans un nouveau pays, là, c'est une grande découverte, des nouveaux visages, un choc culturel, tout ça. J'avais déjà voyagé au Maroc, donc moi, dès qu'il y avait un choc culturel, là, ça m'intéresse vraiment. Mais je savais ce que je m'en allais faire aussi. J'avais quand même bien prévu le coup, donc je commençais à arpenter un peu les sentiers là-bas. Et puis, pour faire des contacts, pour trouver différents produits. Et puis là, il y a eu un coup de cœur instantané, je te dirais, l'amour, le coup de foudre avec le teck. Vraiment, ce bois-là est venu me chercher, la fibre, la couleur, la chaleur de ce bois-là. Et donc, je suis allé dans plusieurs petits commerces qui, eux, étaient plus des vitrines, des points de revente. Et j'essayais toujours de savoir où c'était fait. Et puis, c'est toujours la même ville là, qui m'était nommée, le même secteur, tout ça. Donc, je me suis acheté un billet d'avion à l'intérieur de l'Indonésie. J'ai pris un vol. Ensuite, j'ai pris à peu près 12 petits autobus parce que... Creux, là. C'était loin. Surtout en 2004, les réseaux ont beaucoup évolué depuis. Mais à ce moment-là, c'était... Et là, quand tu arrives là, qu'est-ce que tu vois? Quand j'arrive là, d'abord, je dois me louer une moto. Je dois me débrouiller un peu. Déjà, la langue est un frein parce que là, c'est pas tout le monde qui parle anglais, tout ça. Moi, j'ai quand même une facilité avec les langues. Fait que je décide déjà de commencer à apprendre quelques petits mots à gauche, à droite. Je me loue une petite moto, puis au pif un peu, j'atterris chez des fournisseurs. Là, évidemment, je résume là, parce que ça s'est fait il y a longtemps. Et là, tu as appris un peu la langue locale? Oui, ça s'est fait sur plusieurs années, mais aujourd'hui, je parle 100 pas d'accent, le slang, parce que là, évidemment... Et on parle quoi en Indonésie? On parle l'indonésien. OK. C'est facile? Ou... c'est une langue qui est assez facile quand même. Il y a peu de... Mais il doit pas y avoir beaucoup de Québécois qui parlent l'indonésien. Disons qu'ils sont plutôt rares. Disons qu'ils doivent se compter à peu près sur une par affaire, par Oui, c'est par affaire, oui, exactement. Mais là, est-ce que tu as fait plusieurs allers-retours ou tu es resté là-bas un bout de temps? La première fois, je suis resté environ 2 mois et par la suite, c'était toujours des voyages d'au moins 3 mois. Qui séparaient en fait mes périodes de production de mes périodes de vente. Parce que je me suis vite situé dans le monde du meuble de jardin là, entre 2004 et 2006. Ça s'est placé. Toi, dans le fond, tu découvres là-bas, tu tombes en amour avec le teck. Exact.
Là, dans le fond, il y a une place là-bas pour fabriquer ce que tu veux. Bien, il y a plusieurs petits fournisseurs que je découvre, avec qui je Et fais là, après affaire. ça, tu dis, OK, on fait des allers-retours, mais quand on y va quand même à 2-3 mois. Oui. Et là, dans le fond, c'est devenu un peu comme ton centre de production. Exactement. Mais tranquillement, ça l'est devenu parce que, bon, quand on fait face à des problèmes avec la source d'approvisionnement, les fournisseurs, on est dans un pays, là, on dirait en voie de développement. On n'est pas habitué à toute cette culture de travail-là. Nous, on est habitué à des choses qui, tu sais, ici, on a des échéanciers, des contrats, tout ça. Là-bas, on essaie de faire des contrats, des échéanciers, tout ça. Puis bon, il faut imaginer un peu là, ce qui peut se passer. Donc, après 2-3 ans là, à faire face à quand même un gros lot de problèmes de logistique, on a décidé là-bas de s'installer nous-mêmes et de produire nos propres affaires. Là, on avait déjà 3 ans d'expérience en Indonésie quand même. Puis, tu sais, on apprend en vitesse grand V quand on arrive dans un nouveau pays. Moi, j'avais 26 ans, j'étais vraiment motivé. Je faisais du 18 heures par jour. Et là, aujourd'hui, en 2018, à Vinci, ça ressemble à quoi comme entreprise? C'est-à-dire que tu fais la conception ou le design? Je fais le design, la conception. On fabrique à mon usine, dans le fond, en Indonésie. Avec mes employés, on fabrique une bonne partie de la production. On s'approvisionne aussi ailleurs en sous-traitance, mais on va faire une grosse partie de la production chez nous, là-bas. On a eu des magasins d'abord là, entre 2006 et 2008 qui étaient temporaires, en 2004 et 2008. Donc, on ouvrait au printemps, on fermait à l'automne. Fait que je divisais vraiment ma partie de vente, ma partie. Et par la suite, on a ouvert un magasin 12 mois par année. Sur place là-bas? Non, ici à Ici, là, sur Boulevard Saint-Luc. On était d'abord à Saint-Bruno, nous. Puis là, vous avez déménagé à Saint-Luc. Maintenant, on est à Saint-Luc. Encore là, on est dans une phase de transition. Il y a eu plusieurs phases dans l'entreprise. On a eu plusieurs années où on était ouvert 12 mois par année, 7 jours sur Mais là, 7. ici, Boulevard Saint-Luc, est-ce que c'est plus on est dans un type entrepôt? Boutique entrepôt sur rendez-vous. Entrepôt, Exactement. sur rendez-vous. On est revenu à un modèle simplifié, en fait. On suit un peu les tendances du commerce au détail. Vous vendez à qui, dans le fond? Là? Une fois que les produits partent de l'Indonésie, bon, je comprends qu'ils atterrissent ici, mais après ça, bon, tu les vends, oui, sur Boulevard dans le Saint-Luc, magasin. mais est-ce qu'après ça, vous les vendez dans différents magasins? Non, ça a été un choix dans les premières années d'être un détaillant et non un distributeur. Si tu distribues tes propres produits à tes compétiteurs, etc., il faut soit faire des lignes de produits différentes pour leur fournir un autre produit ou s'assurer de maintenir un prix égal partout. Est-ce qu'on est dans du haut de gamme, dans de la qualité? C'est sûr qu'on est dans... Là, je sais pas, là, les gens, ils magasinent des meubles de jardin, puis là, ben, tu peux en trouver forcément chez Rona, BMR, Home Depot ou Walmart, à la limite, là, oui. Mais ou Club Piscine. Mais c'est quoi la différence entre ce qu'on va retrouver dans des grandes surfaces et versus le produit que toi, tu as? C'est sûr que c'est deux mondes. Là, on parle de produits de fabrication semi-machinée. Donc, il y a une grande partie qui est faite en ébénisterie à la main. Donc, une production, que ce soit d'une table ou de 300 tables, c'est 3 mois. Tandis qu'en Chine, quand ils font du plastique ou des productions, là, c'est des productions qui sont hyper rapides. Donc, nous, on est sur des productions lentes où chaque planche est séchée en four, chaque embouffetage est non mortaisé, chaque quincaillerie est en acier inoxydable, chaque planche a été séchée. Donc, il y a vraiment un travail là, de minutie. On parle de meubles de jardin, mais tu sais, je regarde le dépliant, puis je regarde la table qui est ici, puis je me dis, bien, elle pourrait très bien être dans ma cuisine chez nous. Là. Donc, est-ce que les gens se limitent à l'usage Non, pas du tout. Les gens l'utilisent à l'intérieur aussi, parce qu'effectivement, ils sont très beaux. Et puis, on a toujours fait une petite portion de meubles intérieurs, là, à peu près 10 de la production. Mais oui, ce sont des meubles qu'on va pouvoir mettre en dedans aussi. En quoi le tech est-il un bois ou un matériau extraordinaire et durable aux intempéries, là, notamment avec la pluie et les hivers qu'on a? Là? Ici, on a le cèdre au Québec. En Amérique du Nord, on a le cèdre qui est un bois qui est résistant, là, qui va durer 25-30 ans. Le tech, lui, va durer 3 siècles, 4 siècles. En fait, il est totalement imputrescible. OK? Il est totalement résistant aux insectes, les termites, les fourmis. Surtout pour dans des constructions, par exemple, de maisons dans des pays humides comme l'Asie, le tech a été une façon de garder leur maison à l'abri des termites.
Là, est-ce que tu vends en ligne? On peut acheter en ligne. Par contre, on est en transition avec notre site Web qui a maintenant 6 ans. Et puis, comme ça évolue très, très vite, le site doit être refait au courant de l'année actuelle. Il était transactionnel. Présentement, il n'est pas transactionnel. Donc, les gens vont aller sur le site et vont conclure la transaction, soit au moyen du téléphone, maintenant avec les virements. Vous livrez, on va livrer à domicile, mais la boutique est ouverte sur rendez-vous. Donc, 7 jours sur 7, les gens nous appellent. On aimerait passer demain à 13 h. On les reçoit. Donc, ça a quelque chose de vraiment charmant parce qu'on est tout seul avec eux. Ils ont la petite boutique juste pour eux. Et là, est-ce que vous vendez principalement au Québec ou de façon plus élargie ailleurs? C'est principalement au Québec. C'est très régional. C'est vraiment ici que ça se passe, dans les alentours, sur la Rive-Sud, à Saint-Jean, dans le périmètre là, de la Rive-Sud. C'est vraiment là, notre target principal. Bon, et là, est-ce que tu dois aller encore fréquemment en Indonésie? C'est chaque année, minimalement 3 mois. Okay. Ma conjointe est venue avec moi 12 fois depuis qu'on est ensemble. Cette année, on a amené notre petit garçon. C'était son premier voyage, il y a tout juste 2 ans. Donc, c'est ça. Donc, c'est une aventure qui se fait aussi de façon familiale et puis qui implique les membres de ma famille. Là, on continue à aller là. Et comment tu vois le développement de l'entreprise dans 5 ou 10 ans? C'est une bonne question. Avec toutes les plateformes web, les immenses plateformes web qu'il y a comme Amazon, il y a des grands défis dans le commerce au détail actuellement. C'est des défis qui sont vraiment intéressants à relever, de se projeter dans l'avenir puis de voir comment le commerce au détail va évoluer, comment on va pouvoir avoir des showrooms, recevoir nos clients et avoir des entrepôts qui vont livrer la marchandise, rester compétitif, mais offrir quelque chose qui est différent. Donc, je pense qu'on va continuer à se démarquer dans notre marché. On va continuer à offrir un produit de grande qualité. Et qui sait, il y aura peut-être une phase d'expansion dans les prochaines années, oui. Alexandre Tellier, merci beaucoup. Bonne chance. Merci, M. Latour. Bonne soirée. Reste avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Concernant l'aéroport municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu, problématique liée au bruit, notez qu'il y a toujours un formulaire disponible en ligne. Donc, vous pouvez évidemment écrire votre plainte directement sur le site Internet de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Parlant de la Ville, chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du Conseil. Si vous avez manqué l'émission, elle se retrouve également sur notre site Internet. C'est un résumé des travaux. Dans le cas du dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 4 000 $ en prix. Il y a 30 dépositaires pour acheter vos livrets et on a du Télébingo à l'antenne jusqu'au dimanche 1er juillet. Après quoi, bien sûr, ça sera la pause estivale. Et puis, entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.